Waouh, me revoilà. Déjà quoi, 7 mois après le premier épisode ? Franchement, je t'avoue, je le savais bien, que dès le premier épisode, le second n'allait pas arriver tout de suite. J'ai choisi de le réaliser, de le publier quand même, car j'avoue que je suis plus du style de je construis mon mur petit bout par petit bout, peu importe le temps que ça va prendre, plutôt que de ne rien publier, de ne rien faire, parce que X raisons. Donc oui, 6 ou 7 mois après, voici un nouvel épisode qui tombe, j'ai envie de dire à pic. Et avant de commencer, je prends un moment pour vous dire que ce podcast existe sur les différentes plateformes d'écoute comme Apple ou Spotify, donc n'hésite pas à l'écouter en te baladant, et il existe aussi en format YouTube avec, je l'espère, une jolie peinture que je réalise en fond, pour encore plus de cosy parce qu'ici on aime ça. Et en plus de cela, je tenais aussi vraiment, mais genre vraiment, à vous remercier. Je ne sais pas exactement où je vais avec ce podcast, mais j'aime vraiment ça. Et je crois que je n'ai jamais reçu autant de retours que pour ce format. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué. Le premier épisode qui parlait du thème de la quête du toujours plus a eu un impact que je n'avais pas imaginé quand je l'ai tourné et enregistré. J'ai eu de vraies conversations, des retours hyper sincères, vos avis et votre vision sur le sujet, que ce soit en convention, en mail, en DM sur Insta ou que sais-je. C'est un des trucs dont vous me parlez le plus et du coup je suis trop contente. Voilà, je tenais à le dire. Bon, j'avoue, ça me met un petit coup de pression pour essayer de faire mieux, mais dans tous les cas, on va faire abstraction de tout ça et se lancer. Donc bienvenue dans ce deuxième épisode. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de déprime post-projet. On va voir ce que c'est, comment il surgit et pourquoi. Je te donnais 2-3 exemples de ma vie parce que, je te le dis, je suis en plein dedans. Voir vos retours là-dessus. J'ai mis en story Insta une sorte de petite boîte ouverte où vous pouvez me donner vos retours. Et voir quels peintres et artistes ont eu ou parlé ou créé autour de ce sujet surtout. Enfin bref, la même structure que le premier épisode. Et je vous rassure, pas tous les épisodes sont comme ça. On fera des choses un peu plus légères parfois. Mais c'est super bien, je trouve, d'avoir l'avis d'autres personnes. Et c'est ce qui est beaucoup sorti dans le premier, donc pourquoi pas recommencer. Écoutez, si ça vous plaît, moi ça me plaît. Pour l'instant, on est bien. Si tu me suis sur les réseaux, tu as sûrement vu que j'annonce un peu partout que ça y est. Je ne m'occupe enfin plus de préparer les commandes de ma boutique en ligne après 4 ans, non-stop. Un gros changement pour moi, car c'est un sujet qui m'étouffait quand même beaucoup. Et 2, j'ai aussi terminé cet été 2 énormes projets que je réalisais en même temps. Un carnet de coloriage pour Hachette, qui sortira en février, et crois-moi, j'ai des choses à dire sur celui-là, je pense qu'il y aura un podcast franchement dédié là-dessus. Et ainsi qu'un deuxième carnet, le mien, qui sortira ce mois-ci, normalement au mois de novembre. Je touche du bois. Chaque carnet contient environ 40 à 45 dessins, donc au total plus de 40... Non, pas du tout, plus de 80 dessins. Comme pour mon tarot finalement, parce qu'il y avait 78 sur le tarot, là il y en a 80 au total. Le carnet d'Hachette contient en plus des illustrations, des pages de tutoriels et des leçons de dessin et coloriage. Et Dieu sait que je suis une mauvaise prof. Et à quel point décrire comment je réalise et comment je dessine, c'est vraiment très très loin de ma zone de confort. Donc j'ai fini 2 projets qui m'ont pris mon été, et à la fin de cet été, j'ai dû redéménager toute ma boutique et tout donner à mon frère. Donc je ne prépare plus de commandes. Et qui dit gros projet dit également gros bazar autour, avec tout ce qu'on n'imagine pas au départ. J'ai évidemment dû travailler pour que mon frère reprenne la gestion des commandes, lui apprendre le fonctionnement et tous les cas de figure qu'il peut avoir, redéménager toute la boutique qui était de base dans mon petit appartement parisien qui est retourné chez lui, donner en quelque sorte mon bébé à mon frère et évidemment lui faire confiance. Et réaliser aussi que mon travail avec Hachette touchera un grand nombre de personnes différentes. Donc assumer ce projet à une autre échelle. Parce que quand j'ai sorti mon premier tarot avec Hachette, je ne savais pas quelle ampleur il pouvait prendre. Que vraiment il allait toucher à un nombre de personnes qui est encore plus grand que ce que moi je touche sur les réseaux. Et je me suis rendu compte là, parce que j'ai vraiment beaucoup de retours sur le tarot, qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont chez eux, et beaucoup de monde qui le connaissent visuellement dans les magasins. Et là, pour le carnet de coloriage pour Hachette, ça va être la même. Sauf que voilà, il faut être prêt à se dire que maintenant son travail va toucher un nombre, mais encore plus grand que ce que tu touches déjà de base, de ce que tu t'étais habitué en quelque sorte. Donc ça voilà, c'est la partie après un peu mentale du carnet de Hachette qui sortira en février. Et il y a aussi mon carnet à moi en auto-édition, celui qui va sortir là normalement ce mois-ci, où il y a encore énormément de choses en fait à gérer. Gérer toute la logistique des envois, le côté financier, le service après-vente, ce qui vraiment m'angoisse particulièrement parce que surtout quand t'es tout seul, le moindre défaut, le moindre problème, en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Enfin voilà le contexte, je pense que tu comprends maintenant où je me situe mentalement. Enfin un repos après des mois et des mois de travail, de dessin et de trucs à gérer pour la boutique. Mais bon, tout ça est maintenant le dernier mois. Ou du moins, je suis dans une phase de repos avant les grandes sorties.
je vais faire une annonce du coup. Je n'ai donc officiellement plus rien à faire. Plus de deadline, plus de matin où je me réveille en angoisse avec une to-do list géante à finir, plus de mails, plus de réunions. Bon, en vrai, je me tourne pas les pouces, je fais beaucoup de choses. J'ai de la peinture, j'ai le dessin. Enfin, il y a encore des choses parce que j'ai une entreprise à quand même faire avancer, tu vois. Mais plus de gros projets qui me prennent actuellement mon énergie. Et je pense que j'ai enfin compris pourquoi j'aime autant m'immerger dans des projets sans fin et pourquoi je m'auto-inonde dans des défis créatifs. Ce qui est marrant, c'est que cet épisode finalement va faire un petit écho au premier, comme si en fait ils se répondaient l'un l'autre. Parce qu'en fait, quand je n'ai plus rien, quand j'ai du temps, quand je ne suis plus en état d'alerte, il y a tous mes démons en fait qui reviennent au galop. Je tombe malade en répétition, c'est à ce moment-là que j'attrape tous les rhumes, les allergies, les aftes, mes tendons, j'ai des petits soucis aux tendons, on va pas se plutôt, ils reviennent en force. Je cogite sur ma vie, je ressasse des souvenirs vraiment pas agréables, mais des choses genre qui datent d'il y a 10 ans, 6 ans, des fois il y a 1 an, mais vraiment il y a des traumas amicales ou amoureuses d'il y a 10 ans qui reviennent au galop. Alors que j'y pense pas tout le long de l'année, mais à ce moment-là, à la fin de projet, quand j'ai plus rien, j'ai tout qui me tape à la tronche. Et comme si ce n'était pas assez, je fais des cauchemars en boucle. Alors que vraiment, d'habitude, je suis quelqu'un qui fait que des rêves. Je ne cauchemarde pas. Mais alors là, mon pote, ça fait 2 semaines, des cauchemars toutes les nuits, quoi. Bref, en gros, mon corps et mon esprit se relâchent et le contre-coup est plutôt violent. Je ne sais pas si c'est parce que je donne toute mon énergie et qu'ensuite je suis trop affaiblie pour être, entre guillemets, normale et lutter contre mes angoisses, mais à chaque fin de projet, tout est amplifié. Je vous avais déjà parlé de ma grosse phase de déprime après le tarot, par exemple, je crois dans le dernier podcast ou même dans plein de vidéos. Allez, hop, on y retourne, tu vois. En fait, je me rends compte que je suis un peu le cobaye de ce podcast. Donc, on a dit que, 1, j'avais des douleurs physiques, donc tout ce qui est rhume, tout ce qui est maladie qui revient. 2, mon cerveau qui rumine, cauchemar et tout ça qui suit. Et 3, la fatigue. Je suis dans un état de fatigue. Je voulais pas trop en parler en story. Je crois que j'ai vite fait évoquer le truc, mais je suis dans un état de fatigue tellement intense. J'ai rarement vécu ça. J'essaye vraiment d'apporter du coup actuellement à mon corps toute l'énergie qu'il pourrait avoir besoin, genre niveau vitamines, essayer de réguler mon alimentation pour que la nourriture soit mieux. Le sommeil aussi, j'essaye vraiment de réparer tout ça. Mais genre personnellement, moi, 2 cafés, c'est vraiment quand j'ai besoin de boost et que quand j'en bois 2, je vais conquérir le monde, je vais travailler jusqu'à pas d'heure et vas-y, j'aurai trop d'énergie, tu vois. Mais là, même 2 cafés, ça ne me fait rien. Je suis vidée d'énergie. Et vraiment, ça me fait un peu peur. Mais pour te dire, j'aurais tout donné pour me téléporter et arriver chez mes darons et hiberner. Genre vraiment, parce que je ne pouvais plus rien faire. Donc oui, voilà, ce sujet me tient à cœur, car je suis en plein dedans, et comme pour le premier épisode, on va essayer de comprendre ensemble d'où vient ce phénomène, comment il se manifeste mentalement en fonction de nos personnalités, recueillir vos retours, explorer les différentes façons de lutter contre cette déprime. Je vais aussi partager comment ça se passe dans ma vie, dans mon esprit, mais là je pense que ça, je l'ai assez fait, pour tout simplement on se déculpabilise ensemble, déculpabilise, c'est un peu difficile à dire ce mot, qu'on se déculpabilise ensemble et qu'on se rappelle simplement qu'on est tous humains avec des sentiments. Bon, évidemment, on a bien entamé le sujet, mais mettons une définition à ce terme, parce que j'utilise depuis le début, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire ? Donc, la déprime post-projet, c'est un état émotionnel de vide, de tristesse ou de perte de motivation qui survient après l'achèvement d'un projet important ou très engageant. Elle se manifeste souvent par un sentiment de descente ou de relâchement après une période d'intensité, de stress ou d'excitation liée au projet en question. Cet état est provoqué par plusieurs facteurs, la chute de l'adrénaline et de la dopamine, hormones liées à l'excitation et à la récompense, le contraste entre l'intensité du projet et le retour à la routine quotidienne, et parfois un sentiment de perte de sens ou de direction une fois l'objectif atteint. Donc c'est 3 gros critères. La déprime post-projet est particulièrement courante chez les créatifs, les entrepreneurs et les professionnels investis dans des projets de longue durée ou à haute intensité émotionnelle du coup. Et niveau psychologie et physiologique, évidemment, il y a quelque chose qui se passe. Parce que s'il y a autant de personnes qui en parlent, s'il y a autant de créateurs qui ont évoqué ce sujet, et aussi on se sent autant visé quand on parle de déprime post-projet, c'est que il y a finalement quelque chose qui se passe. T'es pas juste déprimé parce que t'es sensible. Non, dans le cerveau, il y a plein de combats qui se sont passés et qui se passent actuellement, dont tu n'as pas vraiment le contrôle tout simplement dessus. Déjà, pendant les moments intenses d'un projet, notre cerveau libère de l'adrénaline, une hormone liée au stress. L'adrénaline est souvent considérée comme un booster naturel.
Elle augmente notre énergie, notre vigilance et nous aide à nous concentrer. Elle crée un état d'alerte qui donne une sensation de dynamisme, mais aussi et surtout de tension. Sous l'effet de l'adrénaline, notre cœur bat plus vite, la respiration s'accélère et les muscles se tendent. Ce sont des réponses physiologiques qui nous aident à affronter des tâches importantes ou à relever des défis. C'est un peu l'équivalent de se mettre en mode survie à court terme. Ça tombe bien parce qu'on on est au mois de novembre et le mois d'octobre c'est fini. Pour ceux qui ont fait Linktober par exemple, un défi artistique qui a lieu tout le mois d'octobre où tu dessines tous les jours, et bien sûrement que vous avez dû compter sur l'adrénaline pour vous pousser à continuer et surtout finir ce défi artistique. En comparaison, cet été, j'ai dû finir le carnet coloriage pour Hachette. 40 illustrations à faire en un mois. Bon, 40 plus les tutos, plus 10 illustrations à passer en couleur, avec les croquis de test et avec les modifications. Et mon Dieu, les modifications. Donc, finalement, c'est 1, 2, 3 dessins à faire par jour. Et quand on fait la première et que t'es déjà fatigué, il faut te motiver et te pousser ton corps à faire la deuxième. Et quand on a fait 2 et qu'il est 15h, tu dis bon, il y a encore 2-3 heures en fait devant toi. Est-ce qu'on se bougerait pas pour finalement en faire une 3e aujourd'hui ? Je savais que j'étais quelqu'un qui dessinait quand même plutôt rapidement, mais moi-même en fait, j'ai pas compris à quel point ça allait très vite et à quel point j'avais enchaîné le projet avec Hachette. Parce qu'en même temps, j'avais absolument pas le choix. La deadline était archi méga serrée. Et même quand ils m'ont proposé le projet, j'étais en mode alors par contre ça va être chaud parce que c'est quand même 40 illustrations. Donc j'ai choisi de le faire, les illustrations, vous le verrez si le carnet vous intéresse, vous verrez que les dessins sont au stylo, c'est pas des illustrations digitales parce que justement je suis plus rapide au stylo. Donc je me suis dit 40 illustrations qu'on va faire au stylo noir et blanc, que je vais scanner et après nettoyer sur Photoshop et leur envoyer en un mois. Donc je savais que ça allait être short et je me suis mis vraiment en état d'adrénaline pure et dure. Donc, après l'adrénaline, il y a aussi la dopamine, la quête de récompense et l'effet de la descente, la chose, je pense, la plus forte chez moi. La dopamine est une autre molécule cruciale, souvent appelée hormone du plaisir ou hormone de la récompense. Elle est libérée à chaque petite victoire ou accomplissement durant le projet, ce qui renforce en fait ta motivation et ton sentiment de satisfaction. Donc, tout bêtement, quand tu vas faire du sport, tu vas être trop heureux et décréter de la dopamine quand tu verras des changements sur ton corps. Ou pareil, si tu fais Inktober, les premiers retours, les premiers posts que tu vas mettre de ton illustration, tu seras trop heureux quand tu auras des retours. Et Linktober, vu que ça dure tout le mois, les gens se lassent, t'as de moins en moins de retours sur ton post, et ça peut un petit peu moins nourrir ta dopamine, donc être un petit peu moins motivé pour, par exemple, tes défis artistiques comme Linktober. Donc, l'effet de la dopamine. Pendant le projet, notre cerveau libère de la dopamine à chaque étape franchi. Chaque tâche accomplie, chaque reconnaissance extérieure, c'est comme un carburant naturel qui nous pousse à continuer pour obtenir d'autres petites doses de satisfaction. Cette projection aussi, cette envie de finir ce projet pour rapidement avoir des retours dessus, ce côté un peu cadeau surprise où tu ne sais pas encore comment les gens vont accueillir ton projet, si ça va fonctionner ou non, genre imagine, ça explose sur les réseaux, tu te fais remarquer par une marque. Tous ces projections et fantasmes, en quelque sorte, nourrissent ta dopamine. Encore une fois, pour moi, ce côté dopamine était très difficile à avoir pour ce carnet. Parce que vu que j'ai travaillé et que je le savais qu'il allait sortir au mois de février et qu'on était en été, il fallait attendre vraiment longtemps avant de annoncer, parce que je pouvais pas l'annoncer. Là, j'ai commencé à l'annoncer parce qu'en fait, j'ai vu qu'il était sorti en pré-vente déjà sur des plateformes et tout, sans que je le sache. Donc, je me suis dit qu'à partir du moment où il est sorti en pré-vente et que même j'ai reçu des DM de gens en mode « Ah, j'ai vu que t'as sorti un carnet, trop cool !» je me dis que je peux en parler, tu vois. Donc, à ce moment-là, moi, cet été, quand je travaillais dessus, je pouvais pas en parler. Sauf que moi, j'adore faire des réels. Dès que je peins quelque chose, dès que je dessine un truc, dès que je voyage, tu sais, j'adore communiquer là-dessus. Je suis remplie de dopamine, ça me fait trop plaisir. Donc, c'est plus bizarre de dire ça comme ça, mais c'est que moi, j'ai pas eu ça du coup. J'ai fait mes 40 illustrations, voire plus, et j'ai pu en montrer aucune, moi qui adore partager toutes les illustrations que je fais et qui me nourrit un peu des retours des gens. Là, j'ai dû faire de mon coin. Mais j'ai trouvé un substitut. J'avoue, j'ai mis en story privée mes petites illustrations, mes petites évolutions. Donc, quelques personnes ont pu voir ce projet, les évolutions, et ça m'a donné un petit chouille de dopamine extrêmement bas. Mais j'avais plus cette projection de « j'ai hâte de montrer aux gens ». J'ai tout tourné. J'ai mes 40 réels de ces 40 illustrations. Ils vont arriver, je pense que
dans pas longtemps, je vais pouvoir les balancer petit à petit, parce que ça aussi, on m'a refusé du coup de les poster, les réels, les photos et tout. Je dois attendre que le projet sorte pour pas apparemment lasser les gens, bien que je suis pas trop d'accord là-dessus. Moi, j'aime bien parler d'un projet dès son début de création, son début de recherche. Comme ça, les gens, ils suivent en fait. On voit l'évolution et j'aime trop quand on monte les projets de A à Z, quand on suit l'évolution. Pas comme, d'un coup, il y a tout qui pop. Et genre, hop, regardez, incarner les défis. Non, moi, j'aime bien voir l'évolution du projet. Mais bon, bref, après, chacun sa manière de faire et de travailler dessus. Donc ouais, vous imaginez pas la frustration que c'était de pouvoir tout garder pour moi, et j'ai tout filmé, du coup j'ai 40 illustrations, voire même plus, qui sortira. J'ai du stock de vidéos pendant tout l'été, tout l'hiver et tout le début de 2025. C'était trop marrant cette fois-ci d'avoir de l'évolution, d'avoir de l'avance dans mes réels Insta. Genre ça m'est jamais arrivé. Donc, bref, après le projet. Une fois le projet fini, les sources de stimulation ou de satisfaction ne sont plus là. Le cerveau cesse donc de libérer de la dopamine au même rythme. Cette chute soudaine peut entraîner un sentiment de vide ou même de déprime, car notre cerveau est conditionné à chercher sa prochaine dose de dopamine. Quand elle ne vient pas, il peut ressentir un manque qui ressemble presque à une descente ou un sevrage, surtout si le projet a duré longtemps et été particulièrement motivant. Donc pour conclure, la combinaison de la chute de l'adrénaline et de la dopamine crée une sensation globale de redescente. Le cerveau qui était dans un état de vigilance et de récompense constant est soudain privé de cette stimulation. Cette perte de rythme laisse 1. Un sentiment de vide, 2. Une baisse d'énergie, 3. Des ruminations mentales. Littéralement les 3 choses que j'ai décrites au début, quand je t'ai parlé de mes sentiments et comment je me sentais actuellement. Donc ça m'a fait tellement du bien, ça m'a vraiment apaisé de voir en fait toutes ces infos, de trouver tout ça, d'écrire tout ça aussi, de voir que c'est purement normal en fait, que je suis finalement une humaine avec des sentiments, waouh, classiques, et que c'est un contre-coup en fait, littéralement un contre-coup à tous ces derniers mois, années, où j'avais l'impression de courir juste après le temps, où j'enchaînais projet après projet, et cette pression des commandes. Et maintenant, mon corps et mon esprit se relâchent, cette tension, et c'est tout. Et ça se développe par des cauchemars, de la maladie et de la fatigue. Et pour continuer dans le côté déculpabilisant, on va parler des artistes célèbres qui ont parlé et créé sur le sujet. Comme ça, on renforce l'idée que cette déprime n'est pas nouvelle ni isolée, mais elle est ancrée dans l'expérience humaine et artistique. Pour commencer fort, on va parler de Edvard Munch. Munch. Je sais pas. Bon, je suis désolée. Rapide présentation de lui. Edvard Munch, né en 1863 et mort en 1944, c'est un peintre et graveur norvégien. Souvent considéré comme un précurseur de l'expressionnisme, il est surtout célèbre pour le cri. C'est le monsieur qui hurle avec ses mains plaquées sur ses joues, dans une ambiance un peu rouge-orange. C'est une œuvre qui incarne en fait l'angoisse humaine et devient l'une des icônes les plus reconnaissables de l'art moderne. Marqué dès l'enfance par la mort de sa mère et de sa sœur, Munch explore dans son art des sujets assez lourds comme la peur, la mélancolie, la maladie et la mort. Ces expériences personnelles qui forgent profondément son style où les émotions brutes sont traduites par des couleurs vibrantes, les lignes fortes et des compositions dramatiques. Et clairement, c'est cette couleur rouge-orange un peu apocalyptique de tempête de fin du monde que j'ai en tête dès que j'ai visualisé le cri. Bon, aussi évidemment le visage qui est particulièrement tout aussi flippant qu'importe la génération. C'est un artiste qui explore la souffrance émotionnelle et l'angoisse, tant dans ses œuvres que dans ses écrits. On a retrouvé beaucoup de ses lettres et de ses journaux. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il évoque énormément le sujet de la dépression après création. Il parle de fantôme intérieur qui revient le hanter une fois qu'il met ses pinceaux de côté. Il disait que l'art était pour lui une façon d'exorciser ses émotions, mais aussi que cela le laissait souvent vulnérable et épuisé. Il parlait de dépression qui surgissait comme une ombre après l'accomplissement de grandes œuvres. C'était marrant parce que sur internet, il y a une phrase qui revenait énormément, qui disait qu'en gros, Munch l'aurait dit, mais du coup, j'ai rien trouvé de concret. À part, il ne l'aurait pas dit, mais parmi tous ces textes qu'il a écrits, c'est une phrase qui apparemment le ressemble bien et qui le représente bien et qui décrit un peu son état lors de sa création. Créer signifie se détruire un peu à chaque fois. Chaque tableau est comme une blessure, un morceau de moi déposé sur la toile, mais qui laisse une cicatrice. Eh ben mon pote. Autre chose, mais cette fois-ci qu'il aurait vraiment écrit, après la création, je sens souvent que je n'ai plus rien à donner, comme si tout ce qui était en moi avait été vidé sur la toile. Une fois l'œuvre finie, l'image qui m'habite si intensément me quitte, et je ressens alors un immense vide, une sorte de deuil, comme si une partie de moi s'en était allée. Finalement, c'est un poète.
Munch croyait que l'art devait exprimer l'âme humaine et tout au long de sa carrière, il a cherché à mettre en image les aspects les plus profonds et universels de l'expérience humaine. Parce que finalement, c'est que ça, une expérience humaine. Son travail est souvent introspectif et il a produit des œuvres puissantes qui continuent d'inspirer par leur capacité à capturer la fragilité et la complexité de la condition humaine. Bref, c'était son combat, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est trop cool de placer en fait des artistes art comme ça, où on a l'habitude d'étudier les tableaux, la composition, la couleur, et les années, les époques. Et là, on parle juste de mentalement, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il a voulu retranscrire, et qu'est-ce qui se passe aussi pour lui, quoi. Encore une fois, j'ai envie de dire, chacun son combat. Il y en a qui vont vouloir faire des peintures incroyables, super belles, et d'autres vont juste essayer de donner le plus d'émotions possible et retranscrire ce qu'ils ont au plus profond de eux, même si, niveau compo ou niveau harmonie, c'est pas la folie. Donc encore une fois, dans l'art aussi, lâchez-vous la grappe. Vous pouvez communiquer et faire des dingueries sur plein de points différents, que ce soit visuel, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans les émotions. Vraiment, comme d'hab, vous mettez pas la pression. Enfin, autre artiste et pas des moindres, on retrouvera des textes de Van Gogh. Enfin, j'ai retrouvé des petits textes, enfin pas moi, mais j'ai trouvé des textes de Van Gogh qu'il a adressés à son frère en 1888. Et dans ses lettres, il confie, entre guillemets, « Après une journée de travail, je suis souvent si épuisée nerveusement que je ne peux rien faire d'autre que de m'allonger et espérer trouver un peu d'énergie pour le lendemain. Il se décrit vidé de toute énergie et avoue que parfois, il passe des jours sans pouvoir peindre à cause de cet épuisement. » Et je ne sais pas vous, mais quand je lis que Van Gogh était dans un même état que lui aussi, des fois, il passait des journées comme ça, juste il est fatigué, il en peut plus, viens, on reprend de l'énergie. Si Van Gogh l'a fait, je pense qu'on peut tous le faire. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas sa seule lettre. Il en a écrit plein à son frère, et même à lui, il parle beaucoup d'épuisement et de dépression qui suivaient souvent ces périodes de création intense. Il peignait par phases d'inspiration frénétique, mais ces périodes étaient suivies de sentiments de vide et de découragement. Il évoque souvent un épuisement nerveux qui l'empêchait de travailler pendant des jours, et d'un coup ce retour à la motivation et la création frénétique. Il jouait beaucoup dans ces deux balances, sans équilibre finalement. Ça me rappelle des gens que j'ai eu en DM ou des petits mots. Alors là, s'il y en a qui se sentent pas visés, c'est cool de se sentir visé sur du Van Gogh quand même. Mais attends quoi ? Même après 2 énormes noms de l'art, tu culpabilises encore de prendre du temps pour toi ? Attends, je t'en rajoute un peu si t'as pas encore tout compris. Brené Brown, écrivaine et chercheuse, a notamment écrit « Le pouvoir de la vulnérabilité ». C'est un livre que tu peux retrouver d'ailleurs sur les réseaux si ça t'intéresse. Elle aborde l'idée de la vulnérabilité créative et du vulnérable vide, qui peut surgir après un grand accomplissement. Elle décrit les émotions que beaucoup ressentent après une période intense de travail ou un accomplissement majeur et évoque l'importance de l'autocompassion, de la reconnaissance du vide, post-créatif, et surtout de l'importance de l'exprimer. Donc encore des sujets qu'on n'a pas évoqués. Enfin, la liste est extrêmement longue. Musiciens, peintres, acteurs, écrivains, beaucoup ont communiqué sur ce sujet et écrit dessus. Sûrement pour s'auto-déculpabiliser et tout comme là ce qu'on fait, comprendre qu'on n'est pas tout seul. Relativiser et se donner le droit de tout simplement pouvoir respirer. Et oui, il faut qu'on respire les amis. Donc très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que le temps passe en s'engouffrant dans un cercle vicieux où ce sera encore plus difficile de s'en sortir, parce que moi actuellement c'est un peu ma peur là. J'ai du mal avec ces périodes de vide parce que c'est aussi hyper dur de se remettre en selle après. D'après mes recherches, les étapes pour nous aider, il faut prendre conscience de nos émotions et de notre état, se reposer, communiquer et extérioriser, prendre soin de soi, retrouver une nouvelle inspiration, fixer des rituels de clôture. Alors fixer des rituels de clôture, autant tout le reste, tu vois, c'est basique, je le fais, on le fait un peu tous, tu vois. Mais une fête pour fêter la fin d'un truc, je le fais jamais. Jamais on fait un apéro en famille ou entre potes pour fêter un fin de projet. C'est comme les fêtes. En grandissant, je les vois plus passer. Moi qui étais fan des événements, je fête plus Halloween, ni Noël, ni mes anniversaires. Je suis vraiment devenue l'adulte chiant que je ne voulais pas être. Là, il y a eu Halloween, et une situation qui prend le temps de faire ses fêtes d'Halloween, je suis impressionnée. Les gens, quand je vois en story qui sont déguisés et tout, je suis waouh, putain, j'aurais dû faire ça. Pourquoi je me suis pas préparée finalement ? Donc finalement, je vais devoir faire une fête pour la sortie du carnet de Hachette ? Ou de mon carnet de coloriage ? On fait ça comment ? Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais je suis la seule à pouvoir parler dans ce podcast. Sommes-nous étonnés ? Après les étapes qu'on a vues, je vais servir de cobaye pour savoir où notre cobaye est dans cette situation, et si jamais tu veux le faire avec moi, n'hésite pas d'ailleurs. Donc, le 1, prendre conscience de nos émotions, de notre état.
Alors actuellement, j'ai accepté ma fatigue. Ça m'a pris beaucoup de jours de genre me dire c'est bon, je suis épuisée, j'ai compris. Après, il y a se reposer. En vrai, je me suis reposée, mais comme jamais. J'ai fini Life is Strange Double Exposure. Ouais, un accent anglais, t'as vu. T'as peur. Incroyable d'ailleurs, Life is Strange. Enfin, incroyable, non, pas vraiment, mais je l'ai kiffé. J'ai regardé 2-3 séries, j'ai passé une après-midi à faire du shopping, à m'acheter du thé. Et croyez-moi, dépenser de l'argent pour moi, c'est archi compliqué. J'ai énormément du mal à m'acheter des choses. Donc pour faire ça, franchement, c'est que j'atteins une étape, tu vois. J'ai fait aussi la jolie erreur, entre guillemets, qui n'en est clairement pas une, mais j'ai vendu mes élus tout un samedi après-midi dans une bibliothèque à Paris, où j'ai rencontré énormément de gens. Donc ok, ça m'a encore plus épuisée que ce que j'étais déjà, mais ça m'a aussi mis un petit coup de pied aux fesses pour me sortir de tout ça, et surtout j'ai rencontré énormément de monde. Ce qui m'a permis de reprendre conscience encore que je ne suis pas seule dans mes créations et qu'il y a des réels humains, tout comme moi, qui reçoivent mes créations et que ce que je réalise a peut-être un petit impact quelque part. Puis une bonne dose d'amour, j'avoue, ça fait jamais du mal. Donc, niveau repos, c'est bon. Après, il y avait communiquer et extérioriser. J'ai aussi beaucoup communiqué pour extérioriser mes émotions, que ce soit ici en passant plusieurs heures à faire des recherches, à structurer et à écrire ce sujet. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un podcast sur ta problématique pour essayer de comprendre et aller mieux. J'ai aussi beaucoup parlé à mes proches, on va pas se mytho. Vraiment, en plus je le dirai jamais assez, mais pour tout problème de votre vie, communiquer, parler, extérioriser. Donc là aussi je parle aux plus jeunes qui sont peut-être en école encore. Si vous avez le moindre souci, parlez aux grands, parlez aux adultes, parlez à vos amis, parlez à vos parents, parlez à la directrice, parlez à la prof, communiquez. S'il y a le moindre truc, s'il y a une moindre personne qui vous fait chier, parlez, dites-leur. Donc ouais, l'étape de la communication extériorisée, je l'ai bien fait en long, en large, en travers là. Après, il y avait quoi ? Il y avait prendre soin de soi. J'ai pris soin de moi. J'avoue, comme je l'ai dit au début, j'ai repris tout ce qui est vitamines. Au niveau nourriture, j'essaye vraiment de retourner dans quelque chose de plutôt sain, même si j'ai encore des petits soucis avec ce côté-là. J'ai bougé un peu plus mon corps. On n'est pas encore au moment où je retourne à la salle de sport ou à la course, parce que quand même, faut pas abuser. Mais on est arrivé à l'étape où ça me manque et où j'ai envie d'y aller. Donc c'est quand même une autre étape, tu vois. Comme tu vois, moi ça va, ça évolue les étapes, parce qu'en même temps, écrire ce podcast m'a pris du temps, donc j'ai pu voir en fait toutes mes émotions sur plus d'une semaine. Donc un peu le moment où ça allait vraiment pas bien, où je commençais à revenir, où après ça retombait, où là je repète un peu plus sa forme. Donc c'était très fun d'ailleurs d'écrire ça en même temps de le vivre. Après toutes ces étapes, j'ai aussi écrit dans mes recherches qu'il faut se trouver des mini-objectifs et les intégrer petit à petit pour stimuler doucement la dopamine, qu'on a évoqué au début. Ça aide à amortir cette redescente émotionnelle. Donc créer des mini-objectifs ou routines. Voyons voir qu'est-ce que... j'ai repris calmement la peinture en écoutant les podcasts, ce qui m'a vraiment fait du bien en vrai. D'ailleurs très reposant, je recommande. J'ai évidemment géré mon entreprise, donc on peut pas dire que c'est vraiment des routines ou des objectifs. J'ai aussi fait quelques vidéos sur Insta, des réels mais plus jolies. Pas comme d'habitude où je filme tout le temps à l'iPhone. Là j'ai sorti mon appareil photo et je faisais des vidéos réelles, beaucoup plus poussées avec mon appareil photo. Et j'ai vraiment kiffé faire ça pendant quelques jours, jusqu'à temps qu'une grosse vague de fatigue retombe sur la tronche. Mais ça m'a permis d'explorer un autre site de création ou de contenu qui était pas si mal. J'ai même fini une petite illu digitale de devanture de vendeur d'étoiles. Je sais pas comment j'ai réussi à la finir en vrai, mais dès que j'avais un élan de motivation, je me mettais dessus. Je l'ai envoyée d'ailleurs à mon imprimeur. Normalement, elle sort bientôt là. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir à quoi elle va ressembler. Mais il me manque en vrai le mini-projet dans la longueur qui me motivera. Genre j'avoue que là, encore une fois, après ce podcast, après l'avoir écrit et après avoir tourné et sorti cette vidéo, j'ai encore rien d'autre après. Genre vous étiez un peu mon but de fin. Mais je vais commencer à l'annoncer. Il y a peut-être un autre projet que j'ai mis de côté depuis très longtemps et qui me manque et qui commence à arriver dans ma tête là et qui va peut-être me motiver et me sortir un peu de ce sable mouvant où j'arrive pas à bouger, tu vois. Ce sont mes vidéos qui parlent de l'art dans le jeu vidéo. C'est parfait parce que c'est loin de tout ce que je fais dernièrement. C'est de la recherche et de l'écriture et c'est un truc que j'ai longtemps mis de côté et je pense que là c'est le moment de ressortir.
Donc, comme ce podcast, j'ai commencé à réfléchir à des thèmes, à des sujets, à écrire des textes. Et j'espère que pour 2025, je puisse tranquillement réaliser enfin ces vidéos sur une nouvelle chaîne YouTube. Parce que pour ceux qui me connaissent il y a très très longtemps sur YouTube, j'avais un concept de vidéo où je parlais vraiment, j'évoquais l'art dans le jeu vidéo. Un peu les mouvements artistiques, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. Enfin, il n'y a pas de pas cool dans le jeu vidéo, mais bref, voir le jeu vidéo comme un art. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je pense que pour 2025, je vais travailler, je vais déjà commencer à travailler et les sortir peut-être, on croise les doigts, qui sait. De toute façon, tu fais partie des rares qui écoutent les podcasts. Donc si tu entends ça et qu'il n'y a pas en 2025 ma chaîne, tu peux venir me casser les pieds. Enfin, pas trop non plus. Enfin voilà, j'ai créé mon mini-projet qui va me motiver et peut-être me faire sortir un peu la tête de l'eau. Je suis désolée, Rude m'a rejoint et si vous entendez des petites patounes sur le sol, c'est normal. En conclusion, il est important de normaliser la déprime post-projet et de se rappeler qu'elle est une expérience humaine hyper courante, surtout parmi les créatifs et les professionnels. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. De nombreuses personnes traversent des phases similaires aux vôtres après avoir investi leur énergie et leur passion dans un projet. Soyez surtout bienveillants envers vous-même pendant ces moments difficiles et aussi après, évidemment. Respectez votre rythme et ne vous jugez pas trop sévèrement pour vos ressentis. Il est normal d'avoir besoin de temps pour récupérer et retrouver votre motivation. N'oubliez pas que chaque projet que vous réalisez vous aide à mieux comprendre vos émotions et vos limites. Ces temps morts, entre guillemets, ne sont pas des périodes de stagnation, mais des occasions de vous renouveler et de vous ressourcer. Ils vous permettent de réfléchir, de grandir et de vous préparer pour les prochaines aventures créatives. Et je vous en souhaite beaucoup. Alors gardez à l'esprit que chaque projet accompli est une réussite en soi. Ces phases de repos et de réflexion font partie intégrante du processus créatif et c'est ce qui nous permet d'évoluer en tant qu'artiste et individu. Continuez à créer, à rêver et à vous reconnecter avec ce qui vous inspire, vous êtes clairement sur la bonne voie. Et ça fait un peu Madame Irma à la fin. On dirait que je vous ai fait votre tarot là. Mais réellement, après avoir écrit du coup, fait ces recherches, écrit le podcast, cogité dessus, plusieurs jours sont passés, comme j'ai déjà dit d'ailleurs, je vais mieux. C'est bon, je pense que je suis à la fin de toutes ces étapes, tout ce qu'on a vu. Alors j'ai pas encore fait ma petite partie là, j'ai pas encore fait ma petite fête de carnet de coloriage, ça ne serait tardé, je l'espère, mais je pense que ça y est, j'ai enfin tourné la page, fermé cette étape, on part sur une autre chose. Allez, on part sur quelque chose d'autre. Enfin voilà, c'était le deuxième podcast de Kaevan. Si t'as plu, n'hésite pas à me donner un petit retour. De toute façon, j'ai bien vu que même si je vous le demandais pas les retours, vous aimez bien les donner sur ce style-là, donc avec plaisir. Je n'ai même plus besoin de vous le demander, vous me le faites. J'ai hâte de vous lire et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, de matinée, de course, de balade, de thé, que sais-je. Travaillez bien et puis prenez soin de vous. C'était Kay. Ciao!